Bonjour à tous, aujourd'hui vidéo pour vous partager mon top ciné 2024. Vous l'attendiez tous, et ben voilà la petite vidéo qui va vous présenter les films qui m'ont le plus marqué, le plus impacté, le plus excité sur cette année qui s'est terminée, qui a été particulièrement riche. J'ai fait pas mal de vidéos sur ces films, je crois que pour tous les films qui composent mon top, j'ai fait une petite vidéo, donc je vous invite si ça vous intéresse, si le cœur vous en dit, à vous jeter sur la playlist où je partage tous mes avis et normalement vous trouverez des avis un peu plus développés sur chacun là, de ces films qui composent mon top. Je ne ferai pas de vidéo sur mes flops parce que, ça serait pas représentatif des véritables étrons qui nous ont été proposés en 2024, mais uniquement des films que moi j'ai vus et qui ont pu me décevoir. Donc voilà, pas un grand intérêt. Par contre, cette vidéo c'est aussi prétexte à ce que vous qui êtes abonné à la chaîne, vous puissiez en commentaire mettre votre top, vos flops, vos grosses déceptions, les films à l'inverse que vous n'attendiez pas et qui vous ont hyper excité. Je partagerai moi également dans les commentaires mon flop, mais les films qui m'ont le plus déçu. Les films que j'ai trouvé complètement pourraves aussi. Mais voilà, je ne ferai pas de vidéo. Il n'y a pas grand intérêt. J'ai pas vu suffisamment de films pour que je puisse faire un classement des pires films de l'année. Donc en général, je ne me force pas à voir tout ce qui sort. Les films que je regarde, ce sont ceux qui en général représentent un minimum d'intérêt à mes yeux par rapport à mes goûts personnels. Donc voilà. Ça sera un top donc, de mes 10 plus grosses claques 2024. Bien évidemment, je vais commencer par le numéro 10 et puis on va remonter tout doucement vers le number one, le champion de cette année. Mon numéro 10, c'est Dune 2 de Denis Villeneuve. Alors pourquoi je l'ai mis seulement 10 ? J'aurais pu le mettre normalement. C'était le film que j'attendais le plus de cette année, donc normalement il aurait dû se situer tout en haut là, de ce classement. J'avais adoré la première partie là, de ce diptyque sur le roman de Frank Herbert, un roman que au demeurant je n'avais pas aimé, que j'ai lu mais que je n'ai pas apprécié. Je n'ai pas du tout goûté au style d'écriture de Frank Herbert. Ça, en ce qui concerne la littérature, c'est quelque chose de très personnel, de très intime. Il y a des romans, il y a des auteurs avec lesquels je rentre en résonance avec leur style littéraire, et puis il y en a d'autres qui me laissent complètement à côté. Donc, moi, Frank Herbert, malheureusement, je n'ai pas du tout adhéré à son style d'écriture. J'ai trouvé ça, à mes yeux, pompeux, verbeux. Et finalement, même l'histoire m'a pas passionné non plus de ouf. Par contre, j'apprécie particulièrement la version de David Lynch des années 80, malgré ce côté un peu kitschoun. Mais j'aimais bien ce film. Et d'ailleurs, je l'ai en DVD, en Blu-ray remasterisé. J'ai toujours une tendresse particulière pour ce film. Ça fait partie de ces films des années 80 qui finalement m'ont le plus marqué. Ça fait pas partie de mes œuvres cultes, mais voilà, c'est un film que j'aimais bien et j'aimais bien notamment son dernier acte. Donc d'une première partie de Denis Villeneuve, moi il m'a mis une sacrée claquouse. J'adore Denis Villeneuve, j'adore quasiment tout son cinéma. Je pense que ça fait partie des réalisateurs qui sont en service les plus brillants de sa génération. Moi, Denis Villeneuve, ça fait partie des gros réalisateurs que je suis, qui m'ont jamais déçu. J'avais quelques appréhensions par rapport à cette adaptation de Dune. Et avec cette première partie, il a levé tous mes doutes. C'était incroyable, la musique de Hans Zimmer, la photographie, le montage, le casting. Enfin, franchement, c'était une masterclass, ce premier Dune. Il m'a permis aussi de réappréhender l'histoire du roman, mais de manière plus positive. Comme quoi, parfois, avec un changement là, de perspective,
ben, une même histoire peut être racontée de plusieurs manières différentes. Et ben, en tout cas, là, j'ai ultra kiffé. J'ai aimé les choix, les partis pris de Denis Villeneuve au niveau des choix d'adaptation, hein, parce que forcément, adapter, c'est faire des choix. Transposer un pavé, un roman comme celui de Frank Herbert, qui est un énorme pavé en film, ben, c'est compliqué, hein, parce qu'il faut forcément faire des coupes. Ben, je trouve que globalement, dans ce premier film, voilà, toutes les coupes, voilà, tous les choix qui ont été faits étaient en tout cas judicieux. Donc j'attendais la seconde partie ben, comme un dingos, et c'était ouais, sans doute le film que j'attendais le plus cette année, hein. Alors, c'est vrai que maintenant c'est retombé complètement, mais en tout cas avant d'aller le voir au cinéma, c'était le film que j'attendais le plus. Et en fait, le dernier acte, j'ai trouvé qu'il était vraiment, vraiment décevant. Voilà, autant voilà, celui de David Lynch, il était incroyable le dernier acte, autant celui de Denis Villeneuve, pour moi, il est loupé, il est pas épique pour un sou, il est pas spectaculaire. Euh, j'ai trouvé que les ressorts narratifs pour faire évoluer l'histoire étaient moins bons finalement que dans le roman ou même dans le film de David Lynch. Du coup, là, il y a des choix d'adaptation que j'ai trouvé moins pertinents. Ouais, voilà, je pense que là, pour le coup, voilà, je suis pas hyper convaincu voilà, sur cette adaptation-là et sur ce qui a été enlevé au récit. Euh, voilà, je trouve que il manque quelque chose qui aurait pu être éventuellement rattrapé à mes yeux par une version longue, mais Denis Villeneuve a dit que ce qu'on avait vu, c'était le film définitif, il n'y aurait pas de version longue, donc ça c'est bien dommage. Voilà, sachant que, encore une fois, ce premier roman de la saga de Frank Herbert, hein, de ce que j'ai pu glaner sur le net, c'est quasiment le meilleur roman et peut-être même le plus spectaculaire. Donc voilà, je suis pas. Là, je suis déçu. Et le fait qu'il y ait éventuellement un troisième film ou un quatrième film dans le futur, c'est pas forcément quelque chose qui du coup m'emballe plus que ça. Voilà, moi c'était surtout ce film-là que je souhaitais. C'était l'adaptation de ce premier roman que je voulais vraiment. Je voulais retrouver un petit peu voilà tout cette épique là qu'on avait là dans le film de David Lynch et que j'ai pas retrouvé là dans ce film-là. Après voilà, moi à la base c'est pas non plus ce type de SF que je kiffe le plus, hein. Moi, mon rêve, ça serait de voir, par exemple, la saga Trackmore de Simon R. Green adaptée. Ça, ouais, ça serait très très cool. Ou même Captain Future. Voilà, c'est des sagas de SF, de fantasy SF que j'aimerais voir adapter. Donc, en tout cas. Si demain je dois me poser sur mon canapé et me mater une adaptation de Dune tranquillement devant la télé, je pense que bah, j'irai plus facilement mettre le film de David Lynch, qui malgré ses imperfections a ce petit quelque chose qui fait voilà, qui me fait frissonner. Bon, maintenant voilà, ce Dune volume 2 version Denis Villeneuve. Bah, c'est pas un étron, c'est pas un nanar. C'est un énorme blockbuster, encore une fois avec une musique de ouf de Hans Zimmer, un casting de dingos. Donc, donc, euh, voilà, il y a pas de souci, hein. Les amis, voilà, ça c'est mon numéro 10. Mon numéro 9, c'est Terrifier 3 de Damien Léon. Alors là, je suis tellement content parce que j'adore la saga Terrifier. Terrifier 3, bah, c'est le quatrième opus de cette saga que je trouve incroyable, qui rend un hommage amoureux aux slashers horrifiques fantastiques des années 80. Ça s'en ressent dans la photographie, dans la musique. Enfin, voilà, c'est tout ce que j'aime. D'ailleurs, Damien Léon, ça, c'était voulu, hein. Il a voulu rechercher là cette affiliation. Donc, bon, voilà, c'est Terrifier 3, c'est le quatrième opus.
puisque rappelons-le, on a All Hallows Eve, hein, qui est le premier film, qui est un film court-métrage un petit peu à la VHS, hein, où il y avait donc il y avait trois mini-cours plus le fil conducteur. Et les trois, en tout cas, il y en avait au moins dans ces, on va dire, 4 courts-métrages en tenant compte du fil conducteur à ce film. Il y en avait 3 qui mettaient en scène Art LeCun. Donc on peut vraiment considérer que ce All the Hallows Eve, c'est le Terrifier, le commencement. Donc moi j'ai adoré ce film, d'autant que j'avais été frustré de ne pas pouvoir voir Terrifier 2 au cinéma, puisqu'il n'avait pas été diffusé à l'époque au cinéma, et je l'attendais, j'étais comme un gosse. Mais malheureusement, il n'avait pas été diffusé. Donc là, j'ai eu peur d'ailleurs, parce que quand il est sorti en salle, mon cinéma de proximité ne le diffusait pas. Je leur ai fait un message sur leur page Facebook. Ils m'ont jamais répondu d'ailleurs, les saligots. Mais finalement, le succès aidant sur ce film, et assez rapidement, son exploitation en salle et le nombre d'écrans où il a été diffusé a été augmenté. Et finalement, j'ai pu le voir dès la seconde semaine et j'ai pris une sacrée claquouse. Donc voilà, pour les amateurs là, de films d'horreur qui lorgnent du côté des années 80, de films gore, voilà, trashouille, et ben ça c'est, voilà, je vous le recommande, hein, c'est vraiment une pépite, c'est vraiment un film de niche, un cinéma de niche, hein, ça conviendra qu'à une minorité là d'individus, mais voilà, ceux qui aiment ce type de film ou qui se prend pas au sérieux, enfin moi qui me fait rigoler, hein, et voilà, c'est en tout cas c'est à découvrir. Je crois que l'essentiel de la saga est disponible sur la plateforme Shadows, hein, qui est accessible par Amazon Prime. Donc écoutez, jetez-vous dessus dans Terrifier 3. Ça c'est le numéro 9 là, de mon classement. Le numéro 8, qui est-ce? Ah oui, When Evil Lurks de Damian Rugna, un film argentin horrifique de possession démoniaque. Ah, une véritable pépite avec des... Voilà, ce film, en plus d'être bien réalisé, il comporte des scènes qui sont ultra, ultra choc, ultra malaisantes, comme aiment le dire si bien les Jones. Voilà, When Evil Lurks. Ah, ce film, il m'a retourné. Il y a vraiment des séquences qui sont ultra dérangeantes, hein. C'est vraiment une sacrée pépite. Celui-là, il aurait pu même figurer plus haut dans mon classement, hein. Mais ça, celui-là, voilà, c'est une masterclass, hein. Donc, When Evil Lurks de Damien Rugna, je vous le recommande. Mais par contre, voilà, à ne pas mettre entre toutes les mains, parce que c'est vraiment un film qui est vraiment très très pessimiste, qui est d'une noirceur. Ouais, voilà. Donc ça, c'est une sacrée sacrée pépite. Donc mon top 7, les amis. Ah, voilà, c'est un film qui a été pas mal décrié, hein. Certains ont dit il avait été sorti par New Line, la Warner, uniquement pour une question de droit à conserver, hein. C'est bien évidemment Le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, hein, un métrage d'animation que j'ai kiffé de Kenji Kamiyama. Moi, j'ai pas boudé mon plaisir, j'ai fait une vidéo dessus. J'ai également fait une vidéo sur l'artbook concernant ce film. Donc, écoutez, moi, ça m'a fait tellement de bien là, de retrouver l'univers du Seigneur des Anneaux au cinéma, même si c'était pas dans une version live, mais dans une version d'animation. C'est un film qui avait un petit budget de 30 millions de dollars, qui, je trouve, s'en est très très bien sorti. Il y a vraiment des séquences qui sont de toute beauté. Il y a ici ou là, si on chipote, il peut y avoir quelques petites problématiques d'animation, mais franchement, j'ai trouvé que le film était relativement très très beau. L'histoire était plutôt cool aussi. Franchement, moi j'ai pris un pied d'enfer. C'est un film pour lequel j'avais pas mal de craintes. Au départ, comme tout le monde, le côté animé m'avait un petit peu refroidi. Mais franchement, je regrette pas de l'avoir vu au cinéma. J'ai pris une véritable claque. Je pense ça, enfin franchement, pour ceux qui ne l'ont pas vu au cinéma, ils le regretteront, parce qu'à la télé, on va perdre ce grandiose de ces plans magnifiques qui pour certains étaient
presque photoréaliste. Donc la guerre d'Héroï Rim, pareil, j'aurais pu le mettre plus haut dans ce classement, mais ça c'est le problème des classements, hein, il faut faire une chronologie là, de ses préférences, alors que tous ces films-là, ils ont chacun, à leur manière, été importants pour moi cette année. Donc voilà, il aurait pu être plus haut, mais je crois que voilà, 7e, ça c'est pas mal déjà. Donc voilà, La guerre d'Héroï Rim de Kenji Kamiyama. Le 6e de ce classement, il est double, les amis. Et oui, parce que j'aime bien transgresser les règles, et notamment celles que je me fixe. Voilà, c'est un plaisir double, hein. C'est le robot sauvage là, de Chris Sanders, à qui on doit le film d'animation Dragon, hein. Voilà, le robot sauvage, j'ai fait une vidéo. C'est un film qui est, d'un point de vue visuel, magnifique. Formellement, ça, c'est un film qui est magique, qui, sur pas mal d'aspects, rappelle le cinéma du studio Ghibli, ou qui m'a fait, ou qui a pu me faire penser aussi au Géant de fer. Donc voilà, je vous invite à aller regarder ma vidéo si le cœur vous en dit. Mais voilà, le robot sauvage de Chris Sanders, par rapport au parti pris artistique, ça fait tellement du bien de voir un film d'animation comme celui-ci. C'est un film d'animation qui est un peu plus orienté, bien sûr, enfant, mais je trouve qu'il a malgré tout un double discours qui fait que même les adultes ne s'ennuient pas devant. Donc au cinéma, ça a été une énorme surprise. La bande originale, elle est splendide. Donc le robot sauvage, ça nous change des Disneyaiseries habituelles. Et le 6 ex aequo, pareil, au début j'hésitais à le mettre, mais en fait si, parce que ce film-là, je l'ai regardé plusieurs fois d'affilée. J'ai voulu en faire profiter un maximum de personnes dans mon entourage. C'est Transformers One, les amis. Alors lui, je ne l'attendais pas du tout, parce que le design des robots, ce type d'animation, en tout cas dans les bandes annonces, ça me disait rien qui vaille. Et j'ai pris une claquouse avec ce film. L'animation, je l'ai trouvé en tout cas par moments démente, hein. C'était un peu comme La guerre d'Héroï Rim, hein. Ça reste des petites productions. On avait des choses qui étaient incroyables, puis d'autres qui étaient un peu plus série télévisuelle. Mais même l'histoire, elle m'a bluffé, hein, cette évolution là d'Optimus Prime et de Megatron leur jeunesse, et puis leur chemin initiatique vers les figures auxquelles on les connaît dans la série animée, et même dans les films live. Donc Transformers ce commencement, un film qui n'a pas trouvé son public, parce que ça ressemblait à un film vraiment pour les très petits, alors qu'en fait c'est un film vraiment orienté vers adolescents, adultes, hein. Moi j'ai ultra kiffé Transformers le commencement, donc je vous le recommande. Si vous aimez la saga Transformers, jetez-vous dessus, hein. C'est franchement une masterclass. Alors c'est vrai que le début du film, on peut penser que c'est un peu enfantin, puis plus le film il avance, voilà, plus les enjeux deviennent graves et intenses, et le final, il est, franchement, c'est dommage qu'il se soit vautré, parce que pour le coup, j'aurais bien aimé voir une suite à ce Transformers. Je regrettais qu'il n'ait pas été réalisé en film live, mais finalement, j'ai retrouvé les mêmes sensations que dans le cadre d'un film live, hein. Donc, mais sans l'humour débile que l'on pouvait avoir parfois dans les films de Michael Bay. Donc voilà. Donc mon top 6, c'est un top double qui le mérite. Ce sont deux films d'animation complètement différents, mais que j'ai ultra kiffé. Le robot sauvage de Chris Sanders et Transformers de Josh Cooley. Mon top 5, Cocorico, c'est Le Comte de Monte Cristo avec Pierre Ninet, un film d'un duo de réalisateurs. C'est Alexandre de la Patelière et Mathieu Delaporte, hein, qui sont également scénaristes sur ce film. C'est eux qui avaient également scénarisé le diptyque sur les Trois Mousquetaires, qui était un plutôt bon diptyque, hein. Peut-être pas la meilleure adaptation des Trois Mousquetaires, et encore, non. Mais en tout cas, Le Comte de Monte Cristo, ça c'est une masterclass. Pareil, hein, Le Comte de Monte Cristo, c'est un énorme pavé.
Forcément, ils ont dû faire des choix, même si ce film-là, il dure quasiment 3 heures, hein. Mais bon, pour adapter un roman comme Le Comte de Monte Cristo en 3 heures, il faut malgré tout il faut couper des éléments du récit. Mais je trouve que tous les choix qu'ils ont faits ont été très pertinents. Ça n'a pas dénaturé l'histoire originelle. Ce film m'a permis de redécouvrir l'histoire du Comte de Monte Cristo, mais voilà, de la plus belle des manières. Et en plus, on a retrouvé avec ce film-là un Pierre Ninet qui est excellent. On a retrouvé un cinéma, une production française avec énormément d'ambition, comme on a, voilà, comme on n'a plus l'habitude de le voir depuis des années, hein. Et puis en plus, voilà, pour une fois, c'est pas voilà, un Astérix ou autre, hein, donc c'est pareil, j'ai fait une vidéo dessus. C'est vrai que de prime abord, j'avais été un peu déçu, parce que c'est vrai que en France, dès qu'on a du budget, voilà, nos grosses productions, c'est toujours des adaptations de romans comme ça du patrimoine. On va préférer adapter pour la 15e fois un roman de Dumas ou autre, plutôt que éventuellement d'adapter un excellent roman d'un auteur français de SF ou de fantastique. Et on a plein de romanciers français qui ont fait des histoires de ouf et qui mériteraient d'être adaptés au cinéma. Et toujours, faut toujours qu'on reprenne toujours voilà, les romans du patrimoine, et on n'arrive pas à s'en sortir. Mais en tout cas, en ce qui concerne Le Comte de Monte Cristo, franchement, c'est une masterclass. Ce film, je l'ai trouvé mais vraiment démentiel. J'avais eu pas mal de réticences, j'ai tardé à le voir, j'avais gros a priori. Je pensais que j'allais me faire chier devant ce film parce que c'est la 300e adaptation peut-être du Comte de Monte Cristo. J'avais vu précédemment la très très bonne série avec Gérard Depardieu, qui a monté il y a quelques années. Mais il y en avait plein. Donc je pensais pas reprendre un vrai plaisir avec une histoire voilà, en tout cas qui me semblait connaître sur le bout des doigts. Et puis finalement, je me suis bien trompé. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, il y a une très excellente, énormissime série qui était diffusée sur France 2, hein. C'est vrai que là, pour le coup, l'année 2024, ça a été l'année du Comte de Monte Cristo, et c'est un peu débile d'ailleurs, puisqu'on a eu un énorme film avec Pierre Ninet, et on a eu également une énorme série avec une production incroyable, qui a été diffusée sur France 2, qui, en tout cas, presque passé inaperçu, mais qui, franchement, d'une qualité, mais franchement, c'est une série qui est du niveau, pareil, des productions, des meilleures productions internationales. Cette série sur le Comte de Monte Cristo, elle est incroyable. Et pareil, hein, je me suis dit, bon, après le film avec Pierre Ninet, quel intérêt là de me retaper 8 épisodes de presque 50 minutes pour avoir la même histoire. Et en fait, je l'ai poncé, cette série. Elle est incroyable. Elle est pour le coup beaucoup plus fidèle au roman. Même bien qu'il y a, pareil, des choix d'adaptation qui ont été faits, mais le casting, il est incroyable dans cette série. C'est pareil. Alors, c'était le cas dans le film. Alors, dans la série, on a Sam Claflin. C'est ça qu'on dit, hein, Sam Claflin, qui est incroyable, qui est hyper charismatique dans son rôle de Edmond Dantès. Anna Girardot, qui interprète le rôle de Mercedes Herrera. Pareil, elle est incroyable, mais enfin, il y a Jeremy Irons, enfin, il y a quand même un casting de ouf. Et j'ai trouvé que la série était passionnante. On l'a poncé en famille. On était comme des oufs. Et en plus, après avoir vu le film, j'ai l'impression de redécouvrir l'histoire sous un autre angle. Et c'est pas du tout, dérangeant, c'est pas redondant. Donc je vous recommande cette série, Le Comte de Monte Cristo, donc diffusée donc sur France 2. C'est une coproduction franco-italienne, mais franchement c'est une masterclass. C'est dommage qu'elle soit sortie la même année que le film, puisque je pense que du coup elle est passée un peu inaperçue, alors que franchement ça en vaut vraiment la peine. Et on se dit que si on est capable de proposer un spectacle comme celui-ci
Allez-y, adaptez d'autres romans comme ça, là, sous forme de série. Moi, je suis preneur, hein. Donc, voilà, ça, c'était mon numéro 5, Le Comte de Monte-Cristo, avec Pierre Ninet. Pierre Ninet, un acteur que j'adore, en fait, hein. Ça fait partie des acteurs français que j'adore, comme beaucoup, hein. Mon numéro 4, c'est une saga Mad Max Furiosa. Voilà, de George Miller, hein. Moi, je faisais partie de ceux qui avaient été un peu déçus par Mad Max Fury Road, hein. Alors, Mad Max Fury Road, c'est un énorme film, hein, d'un point de vue objet filmique, hein, la photographie, la mise en scène, la musique, même le casting. Voilà, il y a plein d'une richesse visuelle incroyable, mais voilà, l'histoire, ça m'avait un petit peu laissé en plan. Alors, non pas que l'histoire des films précédents a été de ouf, mais bon, voilà, moi je préférais, en tout cas, Mad Max 2, pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Mad Max 1, qui a un ton en dessous, et, en tout cas, son histoire était quand même plus intéressante. Mais en tout cas, Fury Road, voilà, c'est une sorte d'aller-retour, course-poursuite un petit peu interminable à mes yeux. Donc voilà, j'avais été un peu refroidi par ce Mad Max. En plus, l'interprète de Max, c'était comment il s'appelle là, comment il s'appelle, l'acteur qui incarne Venom. Alors attendez, bougez pas les amis. Ouais, Tom Hardy. Alors, Tom Hardy, c'est un acteur qui a en tout cas, physiquement une bonne gueule, hein, et c'était sur le papier un super cast pour interpréter, en tout cas pour succéder à Mel Gibson, hein, mais voilà, c'est un acteur que j'apprécie pas globalement dans ses films. Il est, voilà, je trouve qu'il a aucun charisme, enfin, en tout cas, physiquement, en tout cas, il a une bonne gueule, mais par contre, après, voilà, il n'a pas de charisme. Son interprétation, elle est complètement plate. Et finalement, dans ce Mad Max, en plus, ce Fury Road, finalement, le personnage qui volait la vedette à Max, voilà, c'était voilà, le personnage incarné par Charlize Theron, hein, et qui est incarné donc dans Furiosa par Anya Taylor-Joy. Donc, Mad Max Fury Road, c'était un gros film, c'était un bon film, mais j'avais pas pris la claque. On allait voir au cinéma avec mon frère et Gapman World, et voilà, j'étais ressorti quand même très très avec pas mal de réserves. Après, voilà, je sais que c'est un film qui est devenu culte et qui, pour beaucoup de gens, est le meilleur Mad Max ever, hein. En tout cas, ça, c'est pas mon cas. Pour moi, c'est vraiment The Road Warrior, hein, le meilleur film, sachant que l'opus numéro 3, c'est un peu une parodie, donc ouais, voilà, j'ai pas spécialement envie d'en parler. Donc ce Furiosa, moi je l'attendais pas spécialement, et finalement j'ai pris une sacrée claque. J'ai fait une vidéo aussi dessus. C'est un film qui a été chapitré, où on suit finalement la vie là, de Furiosa en plusieurs actes. Et finalement, quand on appréhende ce qui maintenant constitue un vrai diptyque, hein, une vraie histoire complète, finalement le Fury Road, c'est un peu le dernier acte de cette saga, on va dire, centrée sur Furiosa. Et finalement, ça passe beaucoup mieux. Moi, j'ai adoré Furiosa. Et maintenant, quand j'appréhende ce Fury Road comme l'épilogue de Furiosa, finalement, je trouve ça cool. Donc, c'est peut-être quelque part dommage que Furiosa soit sorti après Fury Road. Sans doute que j'aurais pris plus de plaisir avec Fury Road si je l'avais découvert après Furiosa. Mais voilà, en prenant les deux films comme un tout, je trouve que c'est moi j'ai pris voilà, Furiosa, il m'a mis une claque. J'ai retrouvé le George Miller que j'aime, cet univers post-apo que j'adore, ses véhicules, ses personnages ultra charismatiques. Voilà, ces effets spéciaux qui étaient plutôt bons. Il y avait bien sûr du CGI, mais globalement, il y avait aussi pas mal d'effets pratiques. Donc ça, j'ai kiffé. Anya Taylor-Joy, elle est ultra charismatique dans ce métrage.
Et ben pareil, ça c'est un film qui a pas rencontré son public, qui s'est fait défoncer par certains critiques. Donc ça c'est étonnant, voilà, c'est vraiment étonnant. Je comprends pas ce non-succès là de ce film et en plus pour le coup il me fait regretter le film qu'envisageait George Miller avec Mad Max, hein, en préquel à Fury Road, où on aurait pu imaginer un retour de Tom Hardy. Peut-être que ça aurait pu être le film de la réconciliation avec cet acteur, hein, pour moi. Voilà, parce que peut-être que voilà, le fait de le mettre pour le coup vraiment en premier plan dans un film qui porte son nom, voilà. Alors que dans Fury Road, pour moi, c'est vraiment Furiosa le personnage le plus intéressant. Donc Furiosa, ça c'est mon top 4, une sacrée masterclass et même si il devait pas y avoir de nouveau Mad Max avant un sacré long moment, ben je trouve que c'est bien qu'il existe et il constitue avec Fury Road un excellent diptyque que je place directement dans mon top 2 des meilleurs Mad Max. Mon numéro 4, c'était Furiosa, les amis. Alors maintenant, on arrive dans mon trio de tête. Les films que j'aurais pu classer dans un ordre différent, sans que ce soit choquant. Ce sont vraiment les films que je me suis posé, je me suis dit, allez, quels sont les 3 films qui remplissent pour moi quasiment toutes les cases du chef-d'œuvre. Et selon mes critères à moi, j'ai fait ce classement-là. Et encore une fois, je peux changer l'ordre, hein, et en fait, ça serait pas choquant à mes yeux. Mais on va dire que, allez, il fallait en faire un. Donc mon choix, j'ai vraiment privilégié mon choix de cœur, hein, les films qui me génèrent, on va dire, les émotions, on va dire sans doute les plus positives. Donc mon numéro 3, c'est Civil War de Alex Garland. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un film comme ça, avec autant d'immersion au cinéma, avec cette ambiance sonore mais complètement dingue. Cette pression là que l'on ressent au travers des personnages, plus ils se rapprochent là, de la capitale. J'ai trouvé le film visuellement magnifique. Alex Garland, pareil, hein, ça fait partie des meilleurs réalisateurs en exercice en ce moment, hein. Et son dernier acte, parce que le film, c'est vrai qu'il a un petit côté un petit peu intimiste, petit budget, et on se dit, bon, voilà, on n'aura rien de vraiment ultra spectaculaire, hein. Et puis le dernier acte, il est complètement ouf. On se dit, voilà, c'est comment il a fait ça avec si peu de budget. Donc ça, c'est pareil, c'est un film qui, pour ceux qui ne l'ont pas vu au cinéma, vous avez raté quelque chose parce que c'était vraiment un film à voir, je pense, au cinéma. Et ne serait-ce que pour ressentir voilà, toutes ces émotions, tout ce stress, avec cette ambiance sonore que seul le cinéma peut véritablement restituer. Donc, je suis pas un grand amateur des films de guerre et celui-ci, je trouve que dans le genre, il propose quelque chose de ultra original. C'est un film qui, en plus, est très subtil dans sa manière d'interroger le spectateur sur pas mal de choses, mais sans lui-même donner un avis tranché. Voilà, on nous met face à voilà, des informations et quelque part, on laisse l'intelligence du spectateur faire le reste. Donc voilà, Civil War, une véritable masterclass pour moi. Mon numéro 2, mon numéro 2, il va presque dévoiler mon numéro 1. Ah là là, j'ai hésité et j'ai mis Nosferatu de Robert Eggers. Robert Eggers, pareil, c'est un des réalisateurs que c'est peut-être l'un des les meilleurs réalisateurs actuellement en exercice.
Donc ça, c'est pareil dans cette vidéo, je pouvais pas ne pas mettre, voilà, que ce soit Robert Eggers, Alex Garland, Denis Villeneuve, voilà, c'était pas possible. Ça fait partie quand même des, des, des- des- des meilleurs réalisateurs en ce moment. Donc Robert Eggers, The Northman, c'est un chef-d'œuvre ultime. The Witch, c'est pareil, c'est un excellent film. J'ai vu Lighthouse, je l'ai rattrapé il y a pas très très longtemps. Et c'est un ovni, hein, ce film. En tout cas, visuellement, c'est un film de Robert Eggers, hein, qui vraiment en impose, hein. Par contre, voilà, c'est un film qui est trop long pour ce qu'il a raconté et qui aurait été plus efficace en moyen métrage ou en court métrage. Mais voilà, en tout cas, on a deux acteurs dedans, Robert Pattinson et Willem Dafoe, qui sont des habitués en tout cas, pour Willem Dafoe, qui est un habitué là, du cinéma de Eggers, qui sont oscarisables, hein, qui auraient pu être oscarisables avec ce film, tellement leur interprétation est ouf. C'est un huis clos avec, il y a quasiment, il y a que ces deux acteurs, hein, d'ailleurs, dans le film. Donc The Lighthouse, on a, voilà, c'est un film qui transpire du cinéma, bien sûr, de son réalisateur, hein, mais par contre, c'est un film qui m'a moins captivé que les trois autres, et qui m'a même fait un petit peu piquer du nez par moment. Reste parfois des séquences ouais, complètement déjantées, certains plans magnifiques, un final. C'est l'une des meilleures images de fin que j'ai vues dans un film, en tout cas, sur les 12 mois glissants, hein. Voilà, la scène de fin, elle est, elle est délicieuse comme j'adore. Mais après, voilà, c'est un film qui m'a un petit peu ennuyé. Euh, Contrairement à ce Nosferatu que j'ai trouvé, voilà, j'ai pris une claque, j'ai fait une vidéo là-dessus, je vais pas y revenir. C'est une masterclass. Voilà, Robert Eggers a pris a pris l'histoire du film de Murnau, de 1922, et il a sublimé d'ailleurs le scénario d'origine. Il a recollé avec le roman de Bram Stoker, Dracula, hein, puisque Nosferatu, c'est une adaptation du roman de Dracula, mais sans les droits. Donc voilà, avec quelques petites différences au niveau de la construction du scénario, et au niveau du nom des personnages. Mais globalement, toutes les scènes les plus mémorables du roman Dracula, on les retrouve dans cette version de Nosferatu. Donc d'ailleurs, on peut s'amuser à re-regarder le film de Murnau, et après avoir vu le film de Eggers. Et en fait, toutes les scènes emblématiques, on les retrouve dans le film de Eggers, mais bien sûr embelli avec, bien sûr, il y a plus de 100 ans entre les deux films, hein. Le film de Murnau, c'est un objet filmique incroyable, hein, par rapport à ce qu'il dit de son époque. Mais en tout cas, voilà, moi j'ai trouvé que Robert Eggers avait réussi la meilleure adaptation, je trouve, d'un film tiré de l'univers là, de Bram Stoker. Et peut-être même, en tout cas selon mes critères, peut-être même le meilleur film de vampire finalement que j'ai pu voir. Puisque, à mes yeux, selon mes critères, je le trouve finalement encore meilleur que le Dracula là, de Coppola, qui était incroyable sur plein d'aspects, mais que je trouvais un petit peu, voilà, un peu long. Ouais, enfin, la Dracula de Coppola, voilà, c'est un film c'est un film de ouf, mais finalement c'est un film que j'ai pas vu si souvent que ça, parce que c'est un film qui par moments m'ennuie énormément, ce qui n'est pas le cas de ce Nosferatu. Et puis surtout, il y a des plans mais qui sont juste visuellement, j'ai pris une sacrée claquouze avec ce Nosferatu au cinéma. J'ai revu également dans la semaine, dans les 10 jours, le Nosferatu de Werner Herzog, qui dans mes souvenirs était un bon film, que j'en avais, j'en avais plein de bons souvenirs, et je l'ai trouvé nul à chier. Mais vraiment nul à chier. Je sais pas comment j'ai pu aimer ça. Voilà, c'est affreux. Ce film, il est affreux. Déjà,
déjà, ça montre que parfois voilà, on peut, avec le même scénario, faire deux films, raconter presque deux histoires différentes. C'est-à-dire, euh, c'est parce que ce sont voilà, factuellement, voilà, Herzog, il raconte la même chose que Eggers, mais formellement, la manière, donc, les choix qu'ils vont faire pour raconter cette histoire-là, ça change tout. Déjà, les dialogues dans le film de Herzog, ils sont à chier. Ils sont mais vraiment à chier. Tous les ressorts, euh, les ressorts narratifs sont nuls. Euh, alors, en plus, dans ce film-là, bon, mais le choix qui a été fait par Herzog, alors je sais pas si c'est uniquement pour la version française, mais je crois pas. Ils ont repris les noms du roman de Bram Stoker, hein, donc c'est pas Hutter, c'est Jonathan Harker dans le film. Mais voilà, voilà, tous les dialogues, quand Jonathan Harker donc accepte de se rendre en Transylvanie, enfin, voilà, tous les échanges qu'il peut avoir avec son patron, euh, euh, avec sa compagne, ça fait hyper théâtral, enfin, c'est hyper facile. Franchement, les dialogues dans le film d'Herzog, c'est une blague. En plus, je trouve qu'à plusieurs moments, on a l'impression qu'on sombre parfois dans la comédie. Il a changé la fin. Dans le film de Herzog, la fin est quand même un peu différente. Du moins, il y a une prolongation de la fin où on voit quasiment presque un dernier plan sur, sur Harker c'est presque comique quand on le voit avec ses dents là de vampire enfin, comme ça là. C'est, c'est- enfin, donc voilà, il y a eu des ajouts, mais je trouve que c'est des ajouts qui sont pourris. Alors c'est un film qui est pareil, qui était très fidèle à celui de Murnau, hein. C'est-à-dire que si vous coupez le son et que vous mettez les films, vous les diffusez en parallèle, voilà, les films, ils déploient à peu près les mêmes séquences, mais après, voilà, c'est tous ces choix, c'est ces dialogues, les motivations de personnages, c'est la photographie et puis surtout le choix de la luminosité, le filtre de couleur. Le film de Herzog, on dirait un film télévisuel. La musique, elle est affreuse dans ce film, jusqu'à ce que Jonathan arrive en Transylvanie, mais il y a une musique qui accompagne, qui est mais on dirait enfin, je sais pas comment, je sais même pas ce qu'on dit. Enfin, c'est une musique qui est dégueulasse. Après, derrière, ils utilisent la musique classique qui est complètement en décalage, je trouve, avec ce que le film raconte. Alors, c'est vrai que voilà, il y a plein de gens qui, qui, qui porte ce film au nu comme si c'était presque la meilleure adaptation, le meilleur remake du film de Murnau. Mais non, mais arrêtez tout, c'est la merde. Certes, vous pouvez faire quelques arrêts sur image pendant le film et vous pouvez faire de belles photos, hein. Ici ou là, vous pouvez prendre des belles photos là, du Nosferatu ou de Isabella Gianni qui est magnifique dans ce film-là. Donc voilà, vous pouvez prendre en faisant des arrêts sur image, vous pouvez faire des belles photos, vous pouvez faire des beaux fonds d'écran avec certains plans de ce film, mais globalement, le film, il est mal tourné. euh, les pays, enfin voilà, la ville fictive dans laquelle se déroulent les événements, on a l'impression qu'il y a trois pelés intendus. Tout est moche dans ce film. Enfin, je comprends pas en fait comment les gens peuvent dire que ce film-là c'est le meilleur remake et de Nosferatu et qu'il est peut-être même meilleur que celui d'Eggers. C'est pas possible. Euh, Même le Nosferatu qui était quand même, je trouve, inquiétant dans le film de Murnau. Bon, même si voilà, le film de Murnau, c'était un film muet, avec voilà, une musique euh, symphonique derrière. Mais en tout cas, quand on voyait le Nosferatu, voilà, il avait quelque chose d'inquiétant. Dans la version de Herzog, il n'est pas inquiétant, il fait tout chétif, maladif. Et on sent même pas véritablement. Alors, dans le film de guerre, on sent véritablement qu'il y a une relation. euh, enfin, voilà, qui a vraiment un lien avec.
avec le personnage principal. Mais dans le film de Herzog, ce lien affectif, cette attirance entre les deux personnages, on le ressent pas. Donc voilà, vraie déception que ce revisionnage là de Nosferatu de Herzog. Même le générique de fin dans ce film-là, il y a une musique, mais je sais pas, mais c'est pas possible une bande originale comme celle de ce film-là. C'est en décalage avec ce que le film raconte. On dirait un mauvais téléfilm de la 5 pour ceux qui ont connu cette chaîne de télé en son temps. Donc, pour moi, c'est un navet. Le Nosferatu là, de Herzog, c'est un navet. Contrairement au Nosferatu de Eggers, qui, tout en rendant un bel hommage au film de Murnau, pour moi, propose peut-être la meilleure adaptation du roman de Bram Stoker. En tout cas, voilà, selon mes critères. Et le numéro 1, les amis, puisqu'il va quand même falloir clôturer cette vidéo. On se rapproche dangereusement de 1 heure. Je ne sais pas si vous êtes bien nombreux à être encore en train de regarder cette vidéo. D'ailleurs, si c'est le cas, mettez un petit commentaire. Je serais curieux. Mon numéro 1, pareil, j'ai hésité parce qu'il a fait l'objet de 2 sorties en France. Une sortie sur quelques jours en fin d'année 2023 et il est ressorti pour une durée d'exploitation un peu plus importante en début 2024. J'avais pas pu le voir parce qu'il n'était pas diffusé sur mon cinéma de proximité lors de sa très très modeste sortie là je crois que c'est 2 ou 3 jours en salle en France en fin 2023. Et il est ressorti 1 ou 2 semaines après en 2024. C'est bien sûr Godzilla Minus One de Takashi Yamazaki. C'est pareil, j'ai fait une vidéo. Voilà, c'est pour moi, à mes yeux, le meilleur Godzilla ever. Incroyable. Celui-là, voilà, c'est une masterclass. C'est un film qui met à l'amende énormément de productions américaines. C'est un petit budget de 15 millions de dollars. Mais franchement, qui donne l'impression d'en avoir eu 10 de plus. Enfin, pas 10 de plus, d'en avoir coûté x10, au moins 150 millions. Sachant que la même année, on avait eu Godzilla et Kong, qui a coûté un bras et qui a proposé un spectacle de merde full CGI bien dégueulasse. Ce Godzilla Minus One, moi, je l'ai kiffé. C'est un film qui... D'ailleurs, c'est pas qu'un film de monstre, c'était un film... C'est un film de catastrophe avec, bien sûr, cette créature en guise d'élément destructeur. Mais c'est un film historique qui parlait du Japon, qui parlait aussi de la défaite du Japon, du rapport du Japon avec son histoire, avec bien sûr les conséquences de la guerre. Donc c'est un film aussi de réconciliation, comme d'ailleurs l'avait proposé le réalisateur avec son film Kamikaze, qui était pareil, qui était une masterclass. Écoutez, moi, Godzilla Minus One, quand il a fallu établir mon top 1, je me suis rendu compte que celui-ci, c'est lui. Voilà, quand je l'ai vu au cinéma, mais j'étais comme un ouf. Il m'a fait quasiment... il m'a fait verser ma larme. J'ai versé ma larme à la fin. Il y a des scènes qui sont splendides. On ressent toute la puissance destructrice du Godzilla. Je trouve que le Godzilla, on le voit plutôt pas mal. En tout cas, suffisamment à mes yeux. J'ai vu des critiques comme quoi on le voyait pas assez. Enfin bon, dans le film de Gareth Edwards ou Evans, je ne sais même plus comment il s'appelle. Dans le cas, le premier Godzilla de la nouvelle franchise, on le voyait pas beaucoup. Après, moi j'aime bien aussi ce Godzilla, le premier Godzilla de la nouvelle franchise, je le trouvais plutôt cool, tout comme sa suite, King of Monsters, qui était très très bien. Ça s'est gâté après par la suite. Mais pour moi, Godzilla Minus One, c'est le meilleur Godzilla qui m'a été donné de voir.
Après, j'en ai vu d'autres plus anciens japonais qui sont très très cool, mais celui-ci, je trouve que il a porté la saga à un niveau comme on l'avait voilà, jamais connu. Moi, j'avais peu goûté au Shin Godzilla, hein, Godzilla Résurgence, qui était plutôt un film de gestion de crise plutôt qu'un vrai film, je trouve. J'avais pas aimé ce parti pris, bien que j'avais aimé voilà, certaines séquences avec la créature. Voilà, j'avais pas aimé ce parti pris, mais qui avait été salué quand même malgré tout par pas mal de gens, hein. Bon, voilà, Godzilla Minus One, c'est un film de catastrophe, c'est un film de guerre, c'est un film historique, c'est un film qui est attachant, qui, voilà, qui parle aussi voilà, du Japon, de l'après-guerre, mais qui donne. Voilà, souvent dans les films japonais, il y a cette fierté de la nation. Là, je trouve que c'est un film finalement qui fait son autocritique aussi. À plusieurs moments, ben voilà, il y a cette autocritique et sans pour autant être non plus accusateur. Donc voilà, j'ai aimé que ce film finalement ne soit pas qu'un simple film de Godzilla, mais que le réalisateur aille chercher autre chose et montre que ben, finalement, voilà, on peut faire un film d'une saga comme celle de Godzilla, mais tout en proposant un spectacle intelligent, émouvant. Donc voilà, c'est un film de monstre, peut-être même le meilleur film de monstre qui m'ait été donné de voir, hein. Et bah, écoutez, moi je vous recommande ce Godzilla Minus One. Si vous avez l'opportunité si vous ne l'avez pas vu, mais franchement, jetez-vous dessus. Moi je l'ai vu notamment avec ma compagne qui est pas fan de ce genre de film. Et je l'ai un petit peu forcé. Et en fait, bah, elle a ultra kiffé parce que ça s'appelle Godzilla Minus One, mais voilà, ce n'est pas qu'un simple film de monstre comme ce que proposent les Américains. C'est un film ultra intéressant, ultra intelligent, plein d'émotions. Donc c'est mon top 2024, mais j'aurais pu mettre Nosferatu, j'aurais pu mettre Civil War. Mais finalement, voilà, je l'ai tellement vu 2 fois celui-ci depuis. Il me génère tellement d'émotions quand je le regarde que voilà, ça c'est un film que je verrai, que je reverrai avec tellement de plaisir que voilà, forcément il fallait que je mette à l'honneur dans mon top un film comme celui-ci qui procure autant d'émotions positives. Et bien écoutez, je vous dis à très bientôt les amis pour une prochaine vidéo. Mettez-moi dans les commentaires votre top, vos flops. Vous pouvez critiquer aussi mes choix, hein. C'est que des choix personnels. Et puis voilà, à très très bientôt les amis.